Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, notre émission est consacrée bien sûr au sujet principal qui est à la une de toute l'actualité internationale, la guerre de l'ombre entre l'Arabie Saoudite et entre l'Iran, notamment après l'exécution du chef religieux chiite Sheikh Al-Nimr, ce chef chiite qui a été décapité plutôt par l'Arabie Saoudite, ainsi que d'autres religieux chiites, à côté également de plusieurs autres sunnites à une branche du groupe terroriste de Daesh. Est-ce que la décapitation et l'exécution de ce chef religieux chiite va-t-elle encore de plus attiser la tension? Va-t-elle aussi affecter la structure existante aujourd'hui, ou cette guerre qui est dans l'ombre entre les sunnites et les chiites ou pas? C'est ce que nous allons savoir ce soir avec nos invités, Dr Saïd Zolfouar, analyste politique, et Dr Ali Drahom aussi, qui va nous joindre dans quelques minutes pour parler en détail de la relation. Aux dernières nouvelles concernant ce volet Arabie Saoudite et Iran, l'Arabie Saoudite vient juste d'annoncer il y a 1 ou 2 heures la suspension de tous ses vols à destination de l'Iran également. Elle a rompu également ses relations commerciales, totalement ses relations commerciales. Hier, elle avait rompu ses relations diplomatiques et demandé à tous les représentants saoudiens qui étaient à Téhéran de quitter le territoire dans 48 heures. Je vous rappelle également que le Soudan, les Émirats arabes unis et Bahreïn également, ils ont rompu les relations diplomatiques avec l'Iran. Les Émirats seulement ont décidé de réduire la représentation diplomatique qui est présente à Téhéran. Pour savoir s'il y aura une autre branche qui sera née plus tard ou pas pour être devant ce volet, disons, de Daesh, un autre camp, un autre courant qui appartient aux chiites. C'est ce que également nous allons demander à nos chers invités ce soir. Nos collègues Dora Abdelrazik et Yara Choucha ont préparé plusieurs commentaires qui ont un petit lien avec la situation d'aujourd'hui, la relation Arabie Saoudite et la relation avec l'Iran. On va commencer de suite, on vous invite plutôt à suivre ce commentaire détaillé qui parle bien sûr de ce torchon qui a brûlé entre Riyad et Téhéran après la décapitation, comme je l'ai cité samedi, du dignitaire chiite Sheikh Al-Nimr par les Saoudiens, qui a bien sûr provoqué la colère de l'Iran, clamer le monde chiite avec des manifestations de violence qui sont allées jusqu'au même le Pakistan. Yara Choucha, notre collègue, va vous présenter ce commentaire que notre collègue Dora vous ont préparé pour ce soir. La tension est montée d'un cran hier entre Riyad et Téhéran. En effet, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, a annoncé hier la rupture des relations diplomatiques entre son pays et l'Iran en réaction au déchaînement de violence provoqué par l'exécution samedi en Arabie Saoudite d'un haut dignitaire chiite, le Sheikh Al-Nimr, avec 47 autres condamnés accusés de terrorisme. Ce Ayatollah Ali Khamenei avait réagi avec virulence. Sans aucun doute, le sang de ce martyr versé injustement portera ses fruits et la main divine le vengera des dirigeants saoudiens, a déclaré le guide suprême de la révolution iranienne. Toujours à Téhéran, des manifestants qui s'étaient massés devant l'ambassade du royaume wahhabite durant la nuit de samedi à dimanche ont réussi à pénétrer dans le bâtiment. Commencé à y mettre le feu avant d'être chassés par la police. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles à la famille saoudienne régnante. Mort à Al Saoud, tout en brûlant des drapeaux saoudiens, américains et israéliens. La réaction de Riyad ne s'est pas fait attendre. Dimanche soir, le ministre des Affaires étrangères a annoncé le départ sous 48 heures des membres de la représentation diplomatique iranienne, évoquant une violation flagrante de toutes les conventions internationales et accusant de passivité les autorités de Téhéran. Les gardiens de la révolution, les Pasdaran, organisation paramilitaire qui dépend directement de l'Ayatollah Khamenei, ont quant à eux brandi la menace d'une terrible vengeance contre la famille royale saoudienne, qui provoquera la chute de ce régime pro-terroriste et anti-islamique. De leur côté, les autorités saoudiennes ont accusé Téhéran de fulminer au sujet des droits de l'homme tout en menant des exécutions sans cadre légal clair. En réaction, des défilés hostiles à l'Arabie Saoudite se sont également déroulés dimanche à Beyrouth, Ankara, Bagdad et jusqu'au Pakistan et dans le Cachemire indien.
Des affrontements violents ont notamment opposé la police à des manifestants de la communauté chiite majoritaire dans ce pays, dirigée par une dynastie sunnite. Ces violences ont fait plusieurs blessés. En Irak, où le gouvernement majoritairement chiite est proche de l'Iran, plusieurs personnalités politiques et religieuses ont demandé la rupture des relations diplomatiques. Au Liban, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, a lui condamné le terrorisme et le despotisme de l'Arabie saoudite. Face au risque d'embrasement, l'Occident appelle au calme. Le département d'État américain a estimé que l'exécution risquait d'exacerber les tensions religieuses au moment où il y a un besoin urgent de les réduire. À Paris, le Quai d'Orsay a profondément déploré les exécutions et appelle les responsables de la région à tout faire pour éviter l'exacerbation des tensions sectaires et religieuses. Reste donc à savoir si ce conflit entre l'Arabie saoudite et entre l'Iran va-t-il dégénérer en conflit armé ou pas. C'est ce que nous allons savoir tout à l'heure. Une autre question qui se pose également ce soir, si l'Arabie saoudite va-t-elle plutôt préférer ou plutôt privilégier le conflit contre son ennemi, disons son ennemi chiite, plutôt que de son combat contre le groupe terroriste de Daesh. C'est ce qu'également nous allons savoir plus tard. Toujours puisqu'on parle du Proche-Orient, bien sûr, nous n'avons pas oublié à vous présenter un commentaire détaillé sur la situation au Yémen, qui également devrait ou a dû être touché par cette petite guerre de l'ombre entre Riyad et entre Téhéran. Le commentaire concerne plutôt la coalition arabe qui lutte contre les rebelles chiites au Yémen, qui a annoncé donc samedi dernier la fin du cessez-le-feu en vigueur septembre, mais qui a été violé quotidiennement depuis, alors que d'hypothétiques négociations de paix doivent reprendre à la mi-janvier. Voyons ensemble donc et suivons commentaire de Yara Choucha également et sachons ensemble plus sur les rebelles et leur position aujourd'hui à Sanaa et dans d'autres villages au Yémen. La trêve au Yémen qui a pris fin samedi avait été décrétée par le gouvernement yéménite pour marquer le début des premiers pourparlers directs entre conflit qui s'était tenu du 15 au 20 décembre sous l'égide de l'ONU en Suisse. Le cessez-le-feu avait ensuite été prorogé, mais des combats, des bombardements, des tirs de missiles et des raids aériens s'étaient poursuivis dans plusieurs régions du pays. Depuis mars, la coalition sous commandement saoudien intervient au Yémen pour repousser des rebelles accusés de lien avec l'Iran. Ces derniers se sont emparés depuis fin 2014 de vastes pans du territoire, notamment de la capitale Sanaa, d'où a été chassé le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale. Le cessez-le-feu a pris fin en raison de la poursuite des attaques rebelles contre le royaume saoudien, visé par une série de missiles balistiques depuis le Yémen. L'un d'eux, qui visait la ville d'Abha, a été intercepté vendredi soir, a indiqué la déclaration, précisant que la plateforme de lancement du missile avait été localisée et détruite. Outre les missiles, la coalition a fait état de tirs rebelles sur des postes saoudiens et d'autres opérations des insurgés qui ont, selon elle, entravé l'aide humanitaire. Les Houthis ont également continué à bombarder des résidents et ont tué et détenu des civils yéménites dans des villes sous leur contrôle. Les rebelles ont également des obus de mortier sur des zones résidentielles de la ville assiégée de Taz où des civils souffrent du manque de nourriture et de matériel médical, ont indiqué des sources militaires. Et on passe à ce troisième commentaire détaillé sur la vidéo qui a été publiée hier par le groupe terroriste de Daesh. Cette fois-ci, Daesh s'adresse au Royaume-Uni, à Londres, surtout après les attentats du 11 novembre qui ont eu lieu à Paris. Dans cette vidéo, donc l'organisation terroriste présente des ou des djihadistes, des Syriens plutôt, qui devraient être exécutés en menaçant le Royaume-Uni. Je vous propose de suivre ce commentaire sur cette vidéo, quelle a été la réaction de David Cameron, le Premier ministre britannique. C'est ce que nous allons savoir. Est-ce que Londres va-t-elle prendre part, comme la France, de ces attaques terroristes de Daesh ou pas? C'est ce que nous allons savoir dans ce commentaire.
Daesh a menacé la Grande-Bretagne dans une nouvelle vidéo diffusée hier, signalée par le Centre américain de surveillance des sites islamistes. Après des menaces adressées au Premier ministre britannique, le document de propagande montre l'exécution de 5 hommes présentés comme des Syriens et accusés d'espionnage. Ceci est un message pour David Cameron, affirme en anglais un des djihadistes sur la vidéo. Il poursuit « Il est étonnant d'entendre aujourd'hui qu'un dirigeant signifiant comme toi conteste la puissance de l'État islamique. » La Grande-Bretagne, qui bombardait les positions de Daesh en Irak, participe depuis début décembre aux frappes aériennes en Syrie, une décision prise suite aux attentats du 13 novembre à Paris, après un débat houleux au Parlement. Nous allons continuer à mener le djihad, franchir les frontières, et un jour nous envahirons votre territoire où nous allons gouverner selon la charia, lance le djihadiste. À tous ceux qui veulent continuer à se battre sous la bannière de Cameron, pensez-vous vraiment que votre gouvernement se souciera de vous lorsque vous tomberez entre nos mains? Ou vont-ils vous abandonner comme ils ont abandonné ces espions et ceux qui sont venus avant eux? Lance le djihadiste en désignant les 5 hommes devant lui. À la fin de son discours, tous sont exécutés d'une balle dans la tête. À Londres, le ministère des Affaires étrangères a réagi dans une brève déclaration, affirmant être au courant de la vidéo. Pour l'instant, les autorités britanniques examinent le contenu. La vidéo débute avec les aveux devant la caméra de ces hommes qui se disent originaires de Raqqa, la capitale de Daesh en Syrie. Les propos des 5 hommes ne permettent pas d'identifier le ou les pays pour le compte desquels ils sont accusés d'espionnage, mais un d'eux évoque la coalition internationale conduite par les États-Unis qui lutte contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Ils disent à tour de rôle avoir fait passer des vidéos ou des photos dévoilant les conditions de vie à Raqqa à des individus installés en Turquie ou encore d'avoir surveillé les déplacements de combattants de Daesh. TV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à la Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Info, débat ou analyse, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le nouveau canal de Suez. Un projet national. Entièrement financé et réalisé par des Égyptiens. Ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte. Exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2.
dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur International. Voilà, de retour, mesdames et messieurs, avec notre invité, Dr Saïd Zulfouqar, analyste politique. Bonsoir, Dr Saïd. Bonsoir. Voilà, donc, nous avons commencé l'émission par la nouvelle de la décapitation du chef religieux chiite Al-Nimr, ainsi que d'autres radicaux sunnites qui ont été également exécutés par l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous voyez un certain message de l'Arabie Saoudite et qui pourrait être adressé et à qui? Non, bien sûr, c'est une provocation ouverte. Ce n'est pas... Et pourquoi avoir choisi juste le jour de l'an? C'est parce que tout le monde était occupé dans des festivités pour qu'il n'y ait pas immédiatement un holà dans le monde entier. C'est une provocation tout à fait ouverte et, à mon avis, stupide. Parce qu'elle va mettre le feu dans cette région qui est déjà en feu, mais ça va rajouter de l'essence sur le feu, de l'huile sur le feu. Si vous voulez, il y a eu 47 décapitations. Pas toutes des décapitations. C'est arrivé dans 12 prisons différentes. Dans 8 des prisons, ils avaient suffisamment de galladines, de bourreaux, avec des sabres, parce qu'on le fait au sabre, dans la rue, devant tout le monde à la sortie de la mosquée, dans la rue. Et dans 4, ils n'avaient pas trouvé suffisamment de bourreaux, ils ont été tués à coups de fusil, fusillés, c'est-à-dire. Donc, la plupart décapités en public et crucifiés par la suite. Ce sont des procédés parfaitement barbares. Alors, peut-être c'est la tradition en Arabie Saoudite, mais on n'a pas de quoi se vanter de ce genre de crimes d'État. Bon, supposons que sur les 47, il y en avait qui avaient un passé criminel, certainement. Vous avez le cheikh Bakr Nimr, qui était un chef religieux, un prédicateur, qui prônait la paix. Ce n'est un homme qui n'a jamais voulu la violence. Dans le discours important qu'il avait fait en 2012, je crois que c'était, 2012, il avait demandé aux manifestants, il y avait des manifestations, il demande aux résistants d'agir par le rugissement des voix plutôt que par les armes. C'est ouvertement un message de non-violent. Or, il a été accusé, ils l'ont fusillé en 2012 pour l'arrêter, ils ont tiré dessus, il a failli être tué. Bon, il n'est pas mort, mais ils l'ont décapité par la suite 2 ans plus tard. Mais il a été emmené en prison suite à ce discours, qui était un discours non violent. Il a été torturé. Son neveu, qui avait 17 ans, qui s'appelle Ali Mohammed Nimr, fils de son frère, a été arrêté en même temps, a été torturé à tel point qu'il ne pouvait même pas signer son inculpation, on voulait sa confession, on a dû mettre son doigt, sa basma, si vous voulez. Donc c'est pour vous dire que ce système juridique qui condamne à mort et qui coupe la tête des gens dans la rue devant la foule, ce n'est pas un régime juridique acceptable ni représentatif du monde moderne. C'est la barbarie du pré-Moyen-Âge. Le chef religieux Al-Nimr, il était également accusé de désobéissance. Voilà, de désobéissance envers son souverain. Il avait également demandé la scission de la minorité chiite qui habite en Arabie Saoudite et à l'établissement d'un État. Il avait dit que non, c'est pas. Il avait dit oui, mais pas de cette manière.
on l'a accusé d'avoir désobéi à son souverain, d'avoir dirigé des manifestations et d'avoir fait une déclaration par laquelle il disait que si jamais le gouvernement ne donnait pas l'égalité à la communauté chiite saoudienne, il demanderait à cette communauté de se joindre avec ceux de Bahreïn, au cas où le gouvernement refusait l'égalité. Il demandait simplement l'égalité entre les deux communautés. Alors les chiites n'ont aucun poste au gouvernement. Même dans la région, ils habitent la région pétrolifère, où il y a Dammam, Dhahran, où il y a tout le pétrole, la majorité du pétrole se trouve là. Les ingénieurs chiites n'ont pas le droit d'accéder à des postes importants à Aramco, dans la société de pétrole. Donc il y a un genre de racisme confessionnel envers eux. Ce que je veux dire, c'est que cette décapitation, d'une manière barbare, ne sert absolument à rien qu'à provoquer les Iraniens. Ça a été fait exprès. Pour quelle raison? Pour deux raisons. Et ils ont quand même décapité aussi 46 autres personnes, dont 3 chiites aussi. 3 chiites qui n'étaient pas des djihadistes, qui faisaient partie de la manifestation. Oui. Et qui avaient moins de 17 ans à l'époque, il y a 3 ans. Donc ils ont 20 ans maintenant. Et qui ont été décapités également. Ils ont aussi décapité des radicaux sunnites. Alors, les radicaux sunnites, à la branche d'Al-Qaïda, une des branches d'Al-Qaïda. Alors c'est un message, mais l'Al-Qaïda c'est qui? Ce sont des Saoudiens. Les Saoudiens. La plupart, le chef de l'Al-Qaïda était un Saoudien, maintenant c'est un Égyptien, hélas. C'était des Saoudiens. L'idéologie de l'Al-Qaïda, de Jabhat al-Nusra, de Daesh, c'est l'idéologie wahhabite qui a été promue par l'Arabie saoudite pendant des années. On a lavé le cerveau de tous ces jeunes dans les madrasas au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie et ailleurs, pour qu'ils deviennent les futurs djihadistes, qui sont maintenant en Syrie, en Irak et en Libye. Mais c'était l'idéologie saoudienne et wahhabite. Or, tout d'un coup, ce Frankenstein qui a été créé se retourne contre son initiateur, donc son géniteur. Si vous voulez, le géniteur, c'était le gouvernement d'Arabie saoudite. Et contre l'Arabie saoudite. Et là, donc, ce message, il y a 2 messages. Le premier message est à tous ces djihadistes qui veulent retourner en Arabie, fomenter des troubles. Bon, on vous décapite. C'est un message de se tenir bien. L'autre message, c'est un message étranger. Et je pense que c'est non seulement c'est surtout que pour l'Arabie saoudite, jusqu'à présent, la priorité, ça n'a jamais été de combattre Daesh. Ça a toujours été de combattre l'Iran. Ça, c'était leur priorité, et c'est là où ils se rejoignent avec Israël. Ils ont la même priorité, et donc Israël les aide d'une manière couverte, si vous voulez. Ce qui se passe, pourquoi cette provocation qui va mettre le feu encore plus intensément dans la région, pour essayer de démolir, si vous voulez, l'accord qui a été fait entre les États-Unis, enfin 5 plus 1, vous parlez du nucléaire. Du nucléaire avec l'Iran, et pour également détruire l'entente qui est en train de se faire entre la Russie et l'Amérique pour résoudre le problème syrien. La crise syrienne. Or, dans les 2 cas, en fomentant une guerre régionale, disons un conflit régional avec l'Iran, ça va empêcher, ça va, disons, amoindrir et affaiblir les tendances vers la paix en Syrie et vers le nucléaire. D'autant plus qu'au Yémen, il y a une agression ouverte contre le Yémen, puisque le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a jamais donné autorisation de bombarder un pays souverain. Pendant 8 mois, on a bombardé, on a tué, il y a plus de 7000 civils au Yémen, et personne n'en parle. Tout ceci est fait avec l'aide américaine, puisque c'est les Américains qui fournissent et l'essence, le kérosène, et les munitions, parce qu'elles doivent être tout le temps renouvelées, et les avions citernes qui permettent aux avions de la soi-disant coalition... Pour éradiquer les chiites. Mais ce ne sont pas des chiites. Les zaïdites, c'est un genre de branche très modérée du chiisme. Ce sont les gens du Nord, qui sont les anciens royalistes, si vous voulez, ceux qui étaient les royalistes. Or, on est en train d'attaquer un pays, et la guerre continue sans que les Saoudiens n'avancent vraiment. Ils n'ont pas avancé. Ça en reste toujours entre les mains de Ali Abdallah Saleh. Et ce n'est pas seulement les chiites. Est-ce que l'Arabie saoudite, peut-on dire qu'elle a perdu sa guerre au Yémen? On ne peut pas dire qu'elle l'a perdu, elle a détruit le pays, elle a massacré des gens, les gens crèvent de faim, mais la guerre continue. Elle n'a pas gagné, voilà, c'est la seule chose, on ne peut pas dire qu'elle est perdue, elle n'a pas gagné. Elle ne la gagnera pas parce que, vous savez, l'Arabie saoudite maintenant est dans un pétrin financier, bien qu'ils ont des réserves énormes, phénoménales,
mais ils ont un déficit dans leur budget de l'année dernière de près de 100 milliards de dollars, 98 milliards de dollars de déficit. Et dans l'année actuelle de 2016, ils ont admis qu'ils auront un déficit probablement encore plus important, ce qui les oblige à doubler le prix du pétrole. Le pétrole est très bon marché chez eux. Il a été doublé, on va faire... Non, parce qu'ils ont élevé la production du pétrole et donc baissé... Baisser le prix. Mais c'est eux-mêmes qui ont baissé le prix mondial. Oui. Mais baisser le prix mondial pour quelle raison? Pour ruiner l'Iran et la Russie. C'est ça le but. D'accord, on va s'arrêter quelques instants pour accueillir notre deuxième invité, Dr Ali Delram, analyste politique, et on revient de suite, chers téléspectateurs. عايز في البلد دي كل واحد يشتغل بضمير. كلنا نشتغل، احنا نغير نفسنا بس. الناس تعامل ضميرها وتعامل مرضي الله. الناس تبقى كويسه مع بعضيها. هيبقوا كويسين. كلنا خير ومصر كلها خير. هي ام الدنيا، الشعب المصري ده طيب. لو كل واحد ابتدى بس بنفسه البلد هتتصلح. كل واحد يعمل ربنا وضميره. الناس تبقى حلوه كده مع الناس. لازم اخلاق الناس تبقى كويسه. نحب بعض. الاحترام. ضماير الناس. الاخلاق بس. ان شاء الله ينصلح حالنا بقى. نتقبل اراء بعض. هي الديمقراطيه. هي الديمقراطيه. Voilà, donc de retour avec notre deuxième invité, Dr Ali Delram, analyste politique. Bonsoir, Dr Ali. Bonsoir. Vous êtes un peu en retard, mais c'est pas grave. On a commencé l'émission. Écoute, mieux tard que jamais. On a commencé l'émission avec Dr Saïd. On parlait bien sûr de la décapitation du chef religieux Al-Nimr par l'Arabie Saoudite. Dr Saïd nous a parlé de deux messages, apparemment, qui sont deux messages qui pourraient être implicites pour certains, mais pour la communauté internationale. Pour les politiciens et les experts, on parle de une réaction, une action de la part de l'Arabie Saoudite dans le but de peut-être faire un peu... je vous laisse vous expliquer pour ne pas être subjectif. Pour faire capoter ce qui s'est passé entre l'Amérique et le nucléaire iranien et d'une part pour faire les négociations syriennes entre la Russie et l'Amérique. C'est une idée géniale, oui. Mais le problème, je pense, il est beaucoup plus profond que ça. Oui, oui. Parce que entre deux extrémistes, soit le système wahhabiste de l'Arabie Saoudite ou le système d'Ayatollah, pour maintenir cette région très, très importante, stratégiquement parlant, pour l'Égypte, sur la pression tout le temps, d'un côté iranien, nucléaire, ainsi de suite, les révoltes chiites à Bahreïn, malgré tout ce qu'on peut dire sur les régimes sur le régime de l'Arabie Saoudite, tout ça, mais quand même, ça mène pas du tout, les peuples vers la paix, ça mène pas du tout cette région d'une stabilité qui peut arranger les affaires. J'ai entendu Saïd Bek disait la déficit budgétaire de l'Arabie il est considérable et si on le regarde du point de vue d'angle économique,
les conséquences négatives sur l'Égypte directement, aussi il faut qu'on le regarde de cette façon, parce que l'Arabie Saoudite, c'est le premier investisseur arabe en Égypte. Donc, tout ça, si on le voit d'un œil global, à mon avis, l'Égypte doit faire un rôle dans tout ça. Le rôle de l'Égypte, jusqu'à maintenant, il est absent. Même le rôle diplomatique. Le rôle diplomatique, on n'a pas encore tranché notre position vis-à-vis la crise syrienne qui menace directement la sécurité nationale égyptienne. Premièrement, jusqu'à maintenant, on a fait pour le retour de relations au moins diplomatiques avec l'Iran. Oui, l'Arabie Saoudite, elle a je pense qu'elle a coupé les relations hier. Les relations commerciales et elle a suspendu tous ses vols, ainsi que les 3 autres pays aussi très alliés avec l'Arabie Saoudite. Le rôle principal de l'Égypte dans cette région, c'est un rôle fondamental pour la sécurité et pour ce que vous voulez pour dire que l'Égypte existe dans cette région et elle a un rôle très très important. Et surtout maintenant qu'on a siège aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, pas permanent bien sûr, mais quand même, l'Égypte doit voir tout ça d'un œil l'Égypte est en train d'examiner la situation. On parle aujourd'hui de les réactions qui ne cessent d'arrêter de la part des pays arabes, des alliés de l'Arabie Saoudite, comme vous l'avez vu, même le Soudan aujourd'hui. Le Soudan est vendu à l'Arabie Saoudite. Oui, le Soudan était entre les mains des Iraniens avant. Les Saoudiens sont arrivés, leur ont offert un peu plus d'argent, c'est tout. Et le Bahreïn aussi. Le Bahreïn aujourd'hui, malgré... que le Soudan, c'est un régime tout à fait des frères musulmans. Oui, c'est les frères musulmans. Donc les frères musulmans qui nous fait encore un problème considérable, un problème extraordinaire pour le dossier de Saad al-Nahda. Ça, c'est très dangereux pour le Soudan, avant que ce soit pour l'Égypte. Alors, je vais revenir sur le dossier plutôt, dossier Arabie Saoudite et Iran. Je parlais tout à l'heure, on parlait ensemble avant la diffusion des commentaires, on parlait de l'Arabie Saoudite, de différentes branches de Al-Qaïda. Est-ce qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite va-t-elle privilégier plutôt le conflit contre son ennemi chiite qui est Téhéran, ou va-t-elle plutôt avoir tendance à éliminer, comme l'Arabie Saoudite l'annonce toujours, ou poursuivre sa guerre contre les terroristes de Daesh? Bon, ils ont envoyé un message aux terroristes en décapitant, la plupart c'était des gens qui étaient des criminels. C'était aussi un message à Abou Bakr al-Baghdadi qui a auparavant appelé à un soulèvement et il a demandé à ses sympathisants également d'un soulèvement contre le royaume. Pour l'Arabie Saoudite, la priorité c'est l'Iran, ça n'a jamais été... Vous savez, le principal pourvoyeur de fonds, d'idéologie et d'armes envers les groupes terroristes en Syrie, en Irak et en Libye, c'est l'Arabie Saoudite. Bien sûr, c'est le principal avec le Qatar. Ce sont les principaux financiers du terrorisme. Et la Turquie aussi. Les Turcs, alors, les Turcs... aussi en Turquie. Alors les Turcs sont en ligue avec l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas tellement d'argent, mais les armes alors traversent vers la Turquie. Ce sont des armes américaines vendues à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est le plus grand acheteur d'armes au monde. Ils... de l'armement vers les intégristes. Oui, alors, ça, exactement, ça va en Turquie, et les Turcs le font traverser vers l'Irak, la Syrie. À l'intermédiaire. Voilà ce qui se passe. Et donc, il y a une ligue entre la Turquie et l'Arabie Saoudite et le Qatar maintenant. Le Qatar, avant, était en zizanie avec l'Arabie Saoudite, maintenant ils sont rentrés dans le rang de cette mouvance de ces 3 pays, avec le chapeau américain derrière, qui tire les ficelles, et israélien, bien sûr. Mais donc je ne vois pas, et puis ils ont créé un Frankenstein. Ce Frankenstein, c'est Daesh, c'est Jabhat al-Nusra, c'est ces deux-là principalement. Et le Qaïda depuis le début. Mais Jabhat al-Nusra, c'est la Qaïda. Oui. Alors Ahrar Shem, les Américains prétendent que ce sont des modèles. Alors que c'est les gens d'Arabie Saoudite, c'est tous l'idéologie wahhabite, que ce soit Ahrar Shem, que ce soit Jaish al-Islam, que ce soit Jaish al-Fath. Tout ça, ce sont les mêmes... Il n'y a pas de modérés en Syrie. Il n'y en a pas... Même Quds ici en Syrie.
chose. Oui, ceux de Betor al-Quds ont fait hommage, enfin, on fait, comment dirais-je, hommage, allégeance envers Daesh. Ce qui fait que pour l'Arabie Saoudite, la principale priorité a toujours été les chiites. Ce sont des wahhabites, ils détestent les chiites. Daesh, c'est pareil, Daesh, ce sont des wahhabites. Jabhat al-Nusra, c'est des wahhabites. Tous sont des wahhabites. Donc on peut dire que l'Arabie Saoudite voit en Daesh le meilleur défenseur des sunnites. Elle le voyait. Maintenant que Daesh face aux chiites ce sont des Frankenstein qu'ils ont créés qui se retournent contre leur patron. Comme les talibans qui ont été créés par les Américains sont retournés contre les Américains. Vous savez, quand on traite avec des voyous, le voyou ne change pas de qualité. Il reste voyou. Ce sont des gens... Mais est-ce qu'on peut poser un peu les analyses beaucoup plus loin dans l'histoire, la différence entre les Arabes de Banasul arabe et les Persans. Ça, c'est une comment dirais-je, c'est une différence depuis l'aube de l'histoire. Je ne veux pas me tomber dans le conflit, comment dirais-je, la conflit sectaire. Parce que ça m'intrigue beaucoup entre les chiites et les sunnites. Ça m'intrigue malgré tous les défauts. Entre chiites et sunnites existe. Il n'a jamais existé avant. C'est une fabrication des services secrets américains et israéliens. Ça n'a jamais existé. Jamais moi j'avais des amis irakiens. Jamais il y a eu de conflit entre nous. Non. La sœur de mariée au Shah d'Iran, jamais on a dit quoi que ce soit. Jamais en Égypte. Mais l'Azhar, elle a protesté à cette époque-là. L'Azhar a toujours été le centre de la réaction. Elle a protesté. Mais écoutez, l'Azhar, c'est la plus grande instance. Voilà, la grande instance. Qui est infiltrée par les frères musulmans. Pardon? Infiltré totalement par les frères musulmans. Je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas dit le contraire. Mais je dis, je suis en train de lire la réalité. La réalité aussi, maintenant, qui peut dominer le Proche-Orient, le nouveau Proche-Orient, si vous voulez. Le nouveau ère, parce que l'ère saoudien, il est en train de tomber d'une façon claire et nette. Leur doctrine est en train de tomber, leur habit. Oui, mais est-ce que leurs alliés, la France et les États-Unis, vont-ils laisser, comme vous le dites, entre guillemets, vont-ils laisser le royaume des dizaines ou quinzaines d'années? Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que si on voit le marché du pétrole qui fait libre jusqu'à maintenant, les Américains ils sont en train de... Non, parce qu'ils ont élevé leur production seulement. L'Arabie Saoudite, elle a... Et le problème, d'ici à 15 ans maximum, il y aura la nouvelle système d'énergie. Le pétrole, il ne sera pas le principal indice sur le marché, vous voulez dire? Voilà. Donc l'importance de cette région, que c'était une région de péril de pétrole, et maintenant, je pense qu'il est en train de diminuer. Mais du point de vue stratégique, et même si Saïd peut me corriger, le rôle d'Israël, même, je pense que ça va diminuer dans cette région. Et non, pas pour l'instant. Israël avec la destruction de tous les pays autour de lui, il n'y a qu'Israël qui profite de tout ça. Et c'était le but principal. En Égypte, on a bloqué un peu cette décadence. Surtout l'armée égyptienne, elle a fait un rôle très très important. Mais malheureusement, pour sortir de cette impasse maintenant, on a 3 problèmes majeurs. On a le Sinaï, le terrorisme en Sinaï. On a le chaos en Libye. Et surtout, on a le Sad al-Nahda au sud. On a cet triangle est très très important pour l'Égypte. Moi, je regarde toujours quel élément qui peut descendre du fait
comment dirais-je, fait des menaces réelles sur la stabilité et sur le développement en Égypte, parce qu'on est face à une crise économique, sociale très très importante, très grave. D'accord. Je reviens encore une fois sur le terrain, oui, entre Arabie Saoudite et Iran. Oui. La presse française, elle avait indiqué dans plusieurs articles que il existait un certain parfum de revanche entre l'Arabie Saoudite et entre l'Iran, et surtout après la liquidation du chef rebelle syrien Zahran Allouche, qui était l'homme clé des Saoudiens. Oui. D'une part, donc, pourrait-on conclure que la décapitation du chef Al-Nimr, de ce chef chiite, était-elle d'une part une vengeance de la part des Saoudiens? Vous à moi tous les deux, puisque Dr Ali... Non, il faudra savoir. Parce que... Je vous en prie, Dr Saïd. Sans interruption, s'il vous plaît. Bien sûr, ça fait partie. Il a été tué il n'y a pas longtemps. Et ça fait partie, c'était l'homme des Saoudiens. Zahran Allouche avait fait des études à Médine, etc. Pourquoi l'appelle-t-on l'homme clé des Saoudiens? Non, c'est pas. C'était parce qu'ils ont créé cette milice qui s'appelle Ahrar al-Sham, qui est entièrement financée par les Saoudiens et aidée par les Turcs. C'est-à-dire c'était une coalition turco-saoudienne. Et Zahran Allouche était le chef de cette milice. C'est une milice importante. Après Jabhat al-Nusra, c'est la plus importante. Après Daesh, Jabhat al-Nusra, c'est la plus importante. Ils ont été, eux, sont dans la région toute près de Damas. Alors c'est la région où il y a eu, si vous vous rappelez, il y a 2 ans, on a accusé le gouvernement de Damas d'avoir bombardé avec du gaz sarin et qui a tué des enfants, 400 enfants, etc. Tout ça, c'était en fait Jabhat al-Nusra avec du gaz sarin qui est arrivé via la Turquie à travers la Géorgie, la Turquie, et qui est arrivé chez eux, chez Jabhat al-Nusra, parce que c'était le moment où l'Amérique devait bombarder, et puis au dernier moment, ils ont dit on ne va pas bombarder la Syrie, et c'était une provocation des Saoudiens à travers Zahran Allouche pour obliger les Américains finalement, en disant Assad, c'était une ligne rouge, ils avaient dit si Assad gaze sa population, nous allons intervenir. En fin de compte, quand les Américains ont envoyé leurs spécialistes, leurs agents secrets, ils ont su que c'était les Saoudiens en fait qui avaient fourni ce gaz sarin, que ce n'était pas le gouvernement syrien qui avait bombardé, d'autant plus qu'il y avait une mission des Nations Unies qui était sur place à Damas à ce moment-là. D'accord. Alors, vous avez, la même chose s'est passée dans la région de Idlib. Dans Idlib, il y avait eu aussi du gaz sarin utilisé, et quand il y a eu Carla Del Ponte des Nations Unies qui a été faire une enquête, elle a dit que c'était les rebelles de Jabhat al-Nusra qui avaient utilisé le gaz sarin. Bon, Jabhat al-Nusra et Ahrar al-Sham ont créé une armée ensemble qui s'appelle Jabhat al-Fath, qui est l'armée de la conquête qui était en train de gagner tout le nord de la Syrie avant l'intervention des Russes. Les Russes sont rentrés justement pour stopper. C'était les Turcs. Alors les Turcs et les Saoudiens sont absolument furieux que toute leur stratégie est tombée à l'eau avec l'entrée de la Russie. La Russie a changé la donne. Maintenant, la Russie, c'est elle qui mène le jeu. L'Amérique est prête voudrait se dégager finalement du Moyen-Orient et se concentrer sur l'Extrême-Orient. Et d'où le fait qu'ils seraient prêts à négocier avec les Syriens et avec le gouvernement de Syrie et avec les Russes. Ce qui s'est passé en Arabie Saoudite au jour de fomenter ces troubles avec ce conflit, exacerber le conflit avec l'Iran, c'est justement pour arrêter cette stratégie russo-américaine et aussi faire capoter ce qui s'est passé il y a quelques mois en signant l'accord nucléaire avec l'Iran. Dr Ali, donc vous voyez, est-ce que vous pensez plutôt que cette tension entre Téhéran et entre Riyad, elle place les États-Unis et la France dans une situation embarrassante? Jamais embarrassante. Pourquoi les contrats déroulent tranquillement, soit le contrat d'armement au contrat du pétrole. Pourquoi c'est embarrassant de quel point de vue? Point de vue politique? De point de vue politique. Étant donné aussi les déclarations du Quai d'Orsay? Le jardin arrière de la France, c'est le nord d'Afrique et l'Afrique de désert. Et je pense qu'ils ont fait un nettoyage important contre le Boko Haram. Et ils sont bien installés.
Ils ont des relations très très bien avec le Maroc, avec l'Algérie, avec la Tunisie. Ils sont omniprésents dans la région. Et surtout, maintenant, ils ont de très bonnes relations avec l'Égypte. L'Égypte, c'est une pièce clé aussi au Proche-Orient. Ouais. Mais pour l'Arabie Saoudite, c'est des fournisseurs d'armement, c'est tout. Du point de vue stratégique ou politique pour la France, pas grand-chose, mais pour l'Amérique, comme on a dit Saïd, les Américains, ils veulent s'en sortir de Proche-Orient d'une façon comme ils ont fait en Irak, comme ils ont fait dans les années 60-70 au Vietnam. Donc ça, c'était la politique d'Obama. Est-ce qu'après, je ne sais pas qui va gagner la présidentielle prochaine, est-ce que Clinton ou Trump ou n'importe qui, les républicains ou les démocrates, est-ce qu'ils vont maintenir la même stratégie, la même vision américaine au Proche-Orient? Ça, c'est... il faut attendre de voir. Mais pour les restes, même pour les Allemands, pour les Italiens, pour la France, ce que les intrigues, franchement, c'est l'immigration. Et c'est pour cela qu'elles veulent, par la France, elle veut toujours faire un rôle avec les Maronites ou avec les Libans en général, mais il y a toujours le mur de Hezbollah, chiite. Je pense que la France, elle a des relations strictes avec l'Iran, ouais. avec Taran. Ils n'ont pas de problème, les Français. Mais le problème, c'est chez les Américains. Et les Américains veulent se terminer avec la guerre en Syrie. Parce que ça peut faire peut-être au contraire ce que pense tout le monde, mais ça peut faire un chaos général. Et ce chaos général, il peut menacer franchement Israël. Ce que je pense. D'accord. Docteur Saïd, on a bien sûr suivi les réactions de Téhéran qui a affirmé qu'elle allait riposter à tout ce qui se passait de la part de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Iran de plus? Ils peuvent renforcer les volontaires qui sont en Syrie et en Irak. Et au Bahreïn? Non, Bahreïn, je ne pense pas. La population est en majorité chiite, donc ils ne peuvent rien faire. Il y a la majorité qui est chiite, et les Iraniens n'ont pas à intervenir. Oui, là. mais le régime est sunnite. Oui, mais que vous voulez que les Iraniens fassent là-dedans? Ils ne vont pas venir... L'Iran, écoutez, il faut qu'on sache, l'Iran n'a jamais quitté ses territoires, n'a jamais traversé son territoire militairement depuis 300 ans. Jamais l'Iran n'a attaqué qui que ce soit. Il a été attaqué, par contre, plusieurs fois depuis récemment par Saddam Hussein, par les Russes, par les Soviétiques. Mais l'Iran n'est pas un pays impérialiste, ni un pays expansionniste. Il défend les gens de son secte, si vous voulez. Mais jamais entre sunnites et chiites, il y avait de problème. C'est un problème tout à fait fabriqué et récent. Jamais. Il n'y a pas eu de guerre entre chiites et sunnites auparavant. Ce n'est pas comme les catholiques et les protestants. Ça a été fabriqué sciemment par les services secrets israéliens et américains depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années à peu près. Pour créer cette zizanie au Moyen-Orient, pour que les gens s'entretuent, pour que les pays s'effondrent dans des conflits interétatiques et interethniques. Tout ça fait partie d'une stratégie qu'on peut lire noir sur blanc dans la stratégie israélienne de 1982 de Oded Yenon. C'est écrit noir sur blanc. Ce qu'Israël doit faire, c'est encourager les divisions sectaires, religieuses, ethniques, linguistiques et raciales dans les pays arabes pour qu'ils s'entretuent entre eux, pour qu'on balkanise toute cette région en petits États insignifiants et Israël reste dominant. Ce document a été repris dans un autre document en 1996 par les néoconservateurs qui sont des sionistes tous, pour Israël, un document qui s'appelle Clean Break, A New Strategy, une nouvelle stratégie pour Israël, en 1996, c'était la campagne électorale de Netanyahou, où il dit de nouveau il faut fomenter des troupes dans les pays arabes pour qu'ils s'entretuent entre eux,
Et ces mêmes auteurs ont réécrit ce document qui devient le Project for a New American Century, qui est la politique des affaires étrangères de l'équipe Bush et qui a été reprise et accentuée par Obama. Donc c'est une politique israélienne que les Américains ont adoptée et sont en train d'exécuter avec l'aide d'Israël, Israël derrière en tirant les ficelles. Est-ce que, Dr Ali, vous pensez que cette tension entre l'Arabie saoudite et l'Iran va-t-elle dégénérer en conflit armé ou il est trop tôt d'évaluer une telle situation? Je ne pense pas, parce que c'est pas pour exécuter un chiite, c'est un arabe aussi, c'est pas un iranien. On se trompe toujours de dire les chiites. Les Arabes des confessions chiites à Bahreïn ou dans l'est de l'Arabie au Liban, c'est des Arabes, ce n'est pas des Persans. Donc les gens oublient ça, oublient que la culture et le savoir et tout, c'est des cultures arabes, c'est pas des j'avais des amis très très intimes au Liban, et ils ne parlent pas des Persans, ils ne connaissent pas les Persans, c'est une autre nation. Donc le problème, je suis d'accord avec Saïdé, mais le problème aussi, c'est ces deux joueurs sur ce plateau-là, ils veulent, chacun, ils veulent dominer l'autre. Ces deux forces qui, chacun, ils veulent dominer cet espace vital, ce qu'on appelle. Mais en même temps, ils ils ont détruit l'Irak. Ça, c'est vrai. Maintenant, l'Irak, il est dominé par les Persans, pas par les chiites, pas par les Iraniens, par les Persans. Maintenant, le Premier ministre Malki, il prenait la décision directement du Téhéran. Il ne faut pas oublier ça. Et aussi, jusqu'à la différence entre Bachar al-Assad et Abdallah, quand il a insulté Abdallah. Mais Bachar al-Assad aussi, elle était Hafez al-Assad, son père, elle était l'agent saoudien par excellence. Il ne faut pas oublier que Hafez al-Assad, les troupes syriens sont rentrés en guerre contre Saddam, ces deux sunnites. Peut-être Bachar et Hafez al-Assad, c'est des alaouites. Donc le problème, ce n'est pas tout à fait un problème confessionnel. À mon avis, c'est des problèmes de force qu'ils veulent maintenir leur position vis-à-vis de l'autre. Comme l'Égypte aussi, l'Égypte nassérienne. Il a joué un rôle contre le Shah d'Iran, qui était chiite, et Faisal aussi. Il faut lire l'histoire pour comprendre cet chiquier, comment ça se passe sur le chiquier. D'accord. Une dernière question, puisque le temps est très serré. Est-ce que vous pensez que les chiites vont-ils constituer un large front commun contre Daesh ou pas? Mais il existe le front. C'est les seuls qui se battent vraiment contre Daesh. Oui. C'est eux. Personne d'autre. Avec les Russes. Avec les Russes. Les Américains. Ce sont les seuls qui se battent vraiment contre Daesh. De nouveaux noms, avec nouvelles branches. Pourquoi nouveaux noms? Vous avez l'armée irakienne, vous avez les volontaires chiites irakiens qui se battent contre, vous avez l'armée syrienne qui est une armée de tout le monde, mais enfin la plupart des officiers sont des alaouites. C'est les seuls qui combattent. Puis vous avez le Hezbollah qui sont des chiites et vous avez les volontaires qui viennent des Pasdaran et des Basij qui viennent d'Iran. Ce sont les seuls, à part les Russes, qui combattent véritablement Daesh. Daesh est une créature des Américains. Donc pourquoi voulez-vous? Les Américains, ça fait 1 an et demi qu'ils, soi-disant, ils les bombardent. Ils n'ont jamais fait quoi que ce soit pour arrêter le flot de pétrole qui partait en Turquie. Si vous voulez dire, ma question était plutôt sunnite, chiite, Daesh, front commun, un front commun chiite. Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, c'est ça le conflit? Non, mais je rajoute quelque chose peut-être fantasiste, mais c'est pas fantasiste. Je souhaite
de trouver l'armée égyptienne, franchement, prendre des positions contre Daesh avec ce front. Et comme ça, on peut plus parler que c'est un conflit sunnite-chiite. C'est un conflit contre le terrorisme. Contre des groupes terroristes. Contre le terrorisme, soit Daesh, soit Nusra, soit Bal'aba. Il y a plein de branches. Voilà, mais c'est ça le rôle. Ce qu'on manque au Proche-Orient maintenant, c'est le rôle égyptien. Le rôle égyptien, il manque au Proche-Orient, il manque en Syrie, il manque en Libye. L'Égypte est en train d'examiner, Dr Ali, la situation et agit derrière les coulisses, à mon avis personnel, que avoir une décision politique courageuse, on dit voilà, comme Mohamed Ali ou comme n'importe quel on mène déjà leader, une guerre contre le terrorisme depuis comme 2011. un grand leader, un charismatique leader ou un grand leader, et il savait très bien que la défense de l'Égypte, ça commence au nord de la Syrie. D'accord. Merci infiniment en tout cas pour avoir participé avec nous. Merci infiniment pour avoir participé à cette émission de direct. On poursuivra donc une nouvelle édition toujours durant cette semaine si vous voulez. On en parlera du rôle égyptien la prochaine fois en attendant bien sûr les réactions internationales après la décapitation de ce chef religieux Al-Nimr et la dite guerre de l'ombre entre l'Arabie Saoudite et entre l'Iran. Je tiens à remercier infiniment Dr Saïd Zulfouqar, analyste politique, également Dr Ali Delram, analyste politique. Merci infiniment. On vous donne rendez-vous demain, une nouvelle équipe de direct. Très bonne soirée à tous.